3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Xavier Patrolin est avec nous en plateau, le président d'Albatros Capital. Bonsoir Xavier. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Frédéric Rosier de nous accompagner également. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Grégoire. Co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau, et Xavier Chapard avec nous également en plateau. Bonsoir Xavier. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver, stratégiste à la Banque Postale Asset Management. Commençons avec le déluge d'informations macroéconomiques qu'on a pu avoir pour la zone euro et les économies majeures, notamment de la zone euro. Sur le front de la croissance, peut-être pour commencer avec les premières estimations publiées tout au long de la journée. Xavier, quels sont peut-être les enseignements un peu génériques qu'on peut retirer de ces premières estimations de croissance, et puis quels peuvent être les enseignements spécifiques de cas particuliers ici et là? Alors l'image globale, c'est une croissance qui, en fait, résiste quand même beaucoup mieux que ce qu'on aurait pu craindre cet hiver. La zone euro a bien évité une récession cet hiver, avec une croissance nulle au T4 et légèrement positive au T1. Alors, la croissance du T1 est un peu en dessous des attentes, à 0,1 à la place de 0,2, mais c'est principalement dû à la baisse du PIB en Irlande, et on sait que le PIB irlandais est beaucoup impacté par des considérations fiscales. Donc, en gros... C'est des grands swings, hein. C'est ça, hein. Suivant ce que Apple ou d'autres grandes entreprises font. Mais donc, grosso modo, on a une croissance autour de 0,2% pour le trimestre, qui est quand même relativement positif, sachant qu'on avait la hausse des prix régulés de l'énergie dans pas mal de pays en début d'année. Donc ça, c'est plutôt positif. Si on regarde par pays, c'est vrai que ce que vous avez dit en introduction, donc les pays cœur, en gros, les seuls pays qui ont une croissance nulle ou négative, c'est l'Autriche et l'Allemagne. Donc on voit que c'est la zone marque qui souffre un petit peu. C'est dû à leur grosse exposition à l'Europe de l'Est, au gaz, et aussi au fait que la réouverture chinoise est vraiment commencée en janvier. Et donc on voit que les commandes, par exemple à l'industrie allemande, sont reparties, mais à la fin du mois de mars, en fait, plutôt. Donc on s'attend à ce que l'Allemagne retrouve un peu de croissance à partir du T2. Les grands gagnants, c'est les pays du Sud, comme vous avez dit, avec l'Italie, l'Espagne. Alors l'Espagne ou le Portugal, c'est quand même un gros effet de rattrapage. Ils partaient encore d'un niveau assez bas, et notamment le fait que le tourisme se normalise, ça aide beaucoup. La vraie bonne surprise, c'est l'Italie, où on a une croissance qui tient bien, malgré une exposition au gaz russe qui était quand même assez importante, malgré les incertitudes politiques. Donc là, on voit vraiment qu'il y a eu une amélioration. Il y a les fonds européens qui doivent aider pour l'Italie, mais aussi, je pense, quelques réformes qui ont été faites sous le gouvernement de Draghi qui commencent à porter leurs fruits. Et donc, on peut avoir l'espoir que, après 20 ans de stagnation, l'Italie, peut-être, est sur une trajectoire enfin de croissance. Et finalement, pour la France, en fait, le consommateur français a souffert au T1. On a eu une baisse de la consommation. Le commerce extérieur, qui a été le gros contributeur à la maigre croissance française qu'on a pu avoir. Exactement. Il y a le commerce extérieur, mais qui est très volatile en France parce que aéronautique et transport. Mais il y a quand même la reprise du secteur automobile globalement qui aussi bénéficie un peu à la France. Ce qui est très intéressant en France, mais comme en Allemagne ou en Italie, c'est la très bonne tenue de l'investissement des entreprises. Et ça, c'est très différent de ce qu'on voit aux États-Unis, où il y a un tassement de l'investissement des entreprises. En Europe, on a toujours des entreprises qui continuent à investir plus. Et ça, c'est plutôt positif pour le cycle, et ça suggère que la croissance peut tenir une fois que le consommateur a absorbé les hausses de prix. La qualité de la croissance, telle que vous venez de la décrire, Xavier, permet d'imaginer toujours que la zone euro, dans son ensemble, puisse éviter un épisode récessif de plusieurs trimestres au cours de cette année 2023 ? Alors, c'est notre scénario, oui, d'éviter la récession. La croissance, on l'attend faible quand même, parce qu'il y a la BCE qui resserre sa politique monétaire, et aussi les États qui vont commencer à réduire les aides, qui étaient encore très, très importantes en début d'année. Mais donc, on ne s'attend pas à une croissance très forte, mais une croissance légèrement positive, ce qui est quand même assez positif après le fort rebond qu'on a eu post-Covid, quoi. Bon. Ce sont des bonnes nouvelles, Frédéric Rosier ? Oui, surtout par rapport... Oui, parce qu'on peut toujours le tourner dans tous les sens. On peut vous faire le cas d'une croissance décevante, médiocre. On l'a refait, et là, il y a 3 mois ou 4 mois, on était là en train de se dire le prix du gaz, on va être pris à la gorge, les usines allemandes vont fermer,
Et donc, on anticipait une contraction de l'économie allemande. C'était la situation il y a 3-4 mois. Oui, bien sûr. Alors, on a eu de la chance. L'hiver a été plutôt clément. Donc, ça a permis effectivement de ne pas avoir cette pression supplémentaire. Il y a eu énormément d'efforts de substitution et de sobriété. Exactement. Après, je le rappelle à chaque fois. Oui. Mais non, mais c'est important. Mais la sobriété n'a pas trop pesé. Oui. Non. C'est ça qui est intéressant. On n'a pas besoin d'être sobre dans un climat. On a réussi à maintenir en niveau la production malgré des efforts de sobriété importants, de la part des ménages bien sûr, et des entreprises. Tout à fait. Donc on était dans un scénario qui était assez négatif quand même il y a quelques mois. Un scénario finalement, ce fameux soft landing, no landing, hard landing. Donc là on est un peu entre le soft... ou no landing. Bon, bref, pour l'instant, on est là-dedans. Après, ça peut se dégrader très, très rapidement. Il y a du rattrapage sur l'Europe du Sud. Voilà, quand vous voyagez dans ces pays-là, vous voyez qu'il y a un dynamisme incroyable de reprise, notamment par le tourisme. C'est le cas également en Italie. Donc, oui, je dirais que on a évité le pire. Voilà, maintenant, on est dans la phase d'après. C'est-à-dire qu'on est dans la phase de... On a évité le pire. On sait que la problématique du gaz va revenir assez rapidement, dans 6 mois ou 9 mois. Parce que... Voilà, sauf s'il y a un règlement en Ukraine. Je sais pas, on sort de l'hiver avec des stocks de gaz à plus de 50% en Europe. Ce qui est du jamais vu à ce stade par rapport à l'historique. Vu la température. Oui, mais bon, on sait que les stocks ne permettent pas d'alimenter la consommation en hiver. Donc, d'accord. Il faudra quand même les maintenir toujours en cette capacité-là. Donc, on a évité le pire, et c'est aussi ça que salue le marché quelque part. C'est le bon niveau d'activité, malgré tout. Et on le voit, il y a une dynamique qui s'est opérée. Par contre, sur les marchés, si on veut juste intervenir, c'est qu'il y a des inquiétudes plutôt sur la deuxième partie de l'année. Et on voit notamment les thématiques cycliques aujourd'hui plutôt en retrait. Donc, on voit que dans le sentiment des investisseurs, il y a toujours des doutes quand même sur le scénario et une aggravation de la situation sur la deuxième partie de l'année. Mais la première partie est plutôt bien passée. Xavier Patrolin, qu'est-ce qui vous intéresse dans ces premières estimations de croissance? Je rappelle à chaque fois, ces chiffres vont être révisés pendant des mois, des trimestres et des années. Et donc, ils sont par nature, par construction, imprécis et inexacts, mais donnent quand même une idée un peu de l'ensemble. Non, mais ils sont assez conformes aux révisions auxquelles ont procédé et les gouvernements et les instituts statistiques européens depuis plusieurs semaines, qui sont des révisions positives. Donc là-dessus, au fond, on n'est pas très, très surpris de ces chiffres. Non, ce que je mettrais en parallèle, c'est on a des bons chiffres, mais ils ont comme corollaire un endettement public et des déséquilibres de balance des paiements qui sont inquiétants. Alors pour l'instant, le marché en parle très peu, sauf au travers du risque du dollar. Peut-être qu'on y reviendra après. Balance des paiements, parce qu'on fera un petit cours de finances publiques donc à la fin de l'émission dans le cadre de c'est tous les flux biens, services et les flux financiers. C'est ce qui mesure, on va dire, votre dépendance à l'extérieur d'une certaine manière. Typiquement, la balance des paiements de l'Allemagne était excédentaire de 8 points de PIB et est passé excédentaire de 4 points de PIB. Déficitaire. Non, excédentaire. D'accord, excédentaire. Par contre, pour la zone euro, tu as raison, la zone euro vivait derrière cet arbre remarquable et l'excédent allemand ayant diminué de manière très spectaculaire, pas loin de 400 milliards. Et ben, ça a un impact déficitaire en termes de balance des paiements de la zone euro de 100 milliards. Donc une zone euro qui était excédentaire depuis quasiment sa création est devenue déficitaire. Je ne parle pas de la situation de l'économie américaine qui, de ce point de vue-là, peut devenir inquiétante. Et pourquoi je parle de ça? Parce que, évidemment, nous, on voit la surface des choses. Et c'est vrai que c'est important et c'est ce qui permet la tenue des marchés. Mais on a une espèce d'ombre. Je ne cherche pas du tout à tenir un propos inquiétant, mais si on croise avec la géopolitique, c'est-à-dire avec le rapprochement notamment russo-chinois, on est bien obligé d'essayer de mesurer à l'aune des balances des paiements. Souvenons-nous qu'on a eu un ministre de l'économie et des finances français qui a dit il y a à peine 12 mois qu'on allait détruire ou mettre à genoux l'économie russe. Je rappelle que l'économie russe a dégagé sur l'année 2022 un excédent de balance des paiements de 200 milliards. 200 milliards de dollars. Donc il ne faut pas s'étonner de la tenue du rouble aujourd'hui. Et donc, si on croise les excédents de ces zones, Chine, Japon, et puis on prend la situation déficitaire des économies occidentales, en tout cas de l'économie américaine, il y a une question. Parce que le choc du Covid et le conflit ukrainien ont déformé ces balances des paiements de manière extrêmement spectaculaire. Alors on peut dire que c'est un moment spot.
qui est due au mouvement des matières premières, au fait que l'économie chinoise était fermée et est en train de réouvrir, et que ces choses vont se rééquilibrer. Et quand on a de tels mouvements, ça appelle un réajustement. Parce que pourquoi je vous parle de ça? Parce que vous pourriez dire, je suis en train de faire une divagation. Parce que c'est intéressant. Parce qu'il y a eu le rapport du FMI. Ouais. Et le rapport du FMI, il y a une base de statistiques, de données. Et donc, j'ai travaillé un peu le week-end dernier là-dessus. Et j'étais confus. Alors, je vais faire un parallèle qui est troublant, mais j'ai regardé notamment le déficit de la balance des paiements américaine. Mm-hmm. Alors, en point de PIB, c'est moins spectaculaire que juste avant Lehman Brothers. Avant Lehman Brothers, on était à 6 points de PIB de déficit de la balance des paiements américaine. Aujourd'hui, on est à un peu plus de 4 points de PIB. Mais en montant, on est quasiment du même ordre. C'est un peu plus de 900 milliards. Ouais. Et le seul moyen qu'on a trouvé en 2008 pour régler ce problème de balance des paiements, c'est justement la crise de Lehman Brothers. C'est-à-dire qu'on a eu un réajustement des balances des paiements au travers d'une crise majeure. Alors, je ne dis pas que c'est ce qui va arriver. Je dis simplement que ce qui se passe derrière la bonne tenue apparente de l'économie mondiale, c'est des déséquilibres entre épargne et consommation à l'échelle mondiale qui posent question. Et pourquoi j'en parle? Parce qu'on est en pleine problématique du lockdown aux États-Unis. C'est un débat qui est évidemment présent sur ce plateau, qui est très présent dans les médias américains. Ils parlent que de ça. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Janet Yellen, le secrétaire d'État au Trésor, qui a été quand même anciennement présidente de la Fédérale Réserve, émet des messages extrêmement alarmants. Alors évidemment, elle cherche à rallier... On emphase la situation. Probablement. Mais peut-être qu'elle sait ce qui pourrait potentiellement se passer en cas de lockdown. Et donc ça pourrait là, pour le coup, avoir... Alors c'est un événement à aujourd'hui qui a une probabilité probablement très faible. Mais j'en suis pas complètement sûr, vu les déséquilibres. Et pourquoi j'en suis pas complètement sûr? Parce que je pense que les sénateurs américains, notamment du camp républicain, eux comprennent bien ce qui se passe sur la balance des paiements. Et j'ai été frappé notamment de voir que l'un des derniers propos que je vais qualifier de lucide de Donald Trump, à propos de Joe Biden, c'est de l'avoir bombardé sur le risque baissier sur le dollar. Tu reprendras ça. Et donc ça, c'est un sujet qui, je pense, qui est présent chez l'homme de ça fait partie de la vision ou de l'analyse stratégique qu'il faut avoir. Parce que si on se plaçait... De la technostructure américaine. Voilà, si on se plaçait dans un mouvement baissier dollar, ça aurait des conséquences, là, pour le coup, systémiques pour l'économie mondiale, et notamment pour l'économie américaine, puisque là, ça lui ferait... Et ça mettrait la Fédérale Réserve dans une problématique incroyable. Et quand je vois ce qui est en train de se passer sur la courbe des taux, je termine, ce qui se passe sur la courbe des taux américaine, qui est devenue une courbe des taux plus volatile. Or, c'est la courbe des taux de référence à l'échelle mondiale. C'est une courbe des taux beaucoup plus volatile. Alors, on a eu des phénomènes incroyables sur le 1 mois, tu en parleras sans doute, mais il n'y a pas que le 1 mois. Il y a d'autres maturités qui bougent de manière incroyablement volatile. Il y a un écart entre le 1 mois et les 3 mois, parce que le marché imagine que la date X de mur de la dette, de plafond de la dette, se situe entre 1 et 3 mois. Je ne sais pas si on a vu ça par le passé. Ah ben, allons-y. Excellent sujet, parce que du point de vue de certains indicateurs de marché, CDS, 1 mois, 3 mois, etc., ce qui se passe aux États-Unis, c'est d'une ampleur qu'on n'a jamais vue dans les précédents épisodes de plafond de la dette, y compris 2011, la référence, où on est passé à 2 jours quand même du défaut technique américain, on s'en souvient tous, c'était en plein été, et dans le sillage de ce blocage qui avait quand même cristallisé beaucoup d'attention et perturbé énormément les marchés, le triple A américain tombait. Tout à fait. C'est vrai que là, on a des indicateurs. Alors, les CDS souverains à 1 an des États-Unis, il est à 170 points de base aujourd'hui, ce qui est vraiment du jamais vu. Normalement, c'est 15 points de base. Et, alors après, c'est pas un. On ne sait même pas que le marché des CDS américains existe pour dire les choses. Oui, c'est pour se protéger contre un défaut de l'État américain, ce qui serait un défaut du système bancaire mondial. Mais donc, c'est assez amusant. Ça, par contre, oui, sur les obligations à très court terme, enfin les bons du Trésor, c'est beaucoup plus liquide. Et là, c'est vrai qu'entre le 1 mois, 3 mois ou entre le 3 mois, 6 mois, là, on a vraiment le 3 mois qui est pas du tout aimé parce que, comme vous disiez, c'est la date, on ne sait pas exactement la date, mais ça risque d'être entre fin juin et fin août, quoi. La date à laquelle, si la limite de dette n'est pas relevée, on a un défaut technique.
Pourquoi le stress est beaucoup plus élevé qu'avant? C'est un peu compliqué, parce qu'en fait, il y a toujours eu ce risque-là extrême, très peu probable, mais de catastrophe financière. Alors, il y a sûrement la géopolitique qui joue un petit peu. Il y a aussi le fait que Biden ne parle pas du tout avec les républicains à la Chambre. Il y a les républicains qui ont passé une proposition cette semaine qui assortissait la hausse de la limite par des baisses de dépenses. Entre 4 000 et 5 000 milliards sur 10 ans. C'est ça le programme de réduction de dépenses passé par les républicains à la Chambre pour autoriser un relèvement du plafond de la dette pour un an. Mais c'est ce qu'on appelle quelque chose qui est dead on arrival. C'est-à-dire que Biden avait dit avant que de toute façon, voilà. Mais par contre, il y a apparemment aucune discussion en ce moment. Et c'est ça qui fait peur, parce qu'on sait très bien que c'est toujours un événement où en fait personne ne veut atteindre le défaut technique. Mais comme personne ne veut l'atteindre, le but c'est de tirer le plus possible du camp opposé entre républicains et démocrates. Et donc, pour nous, c'est à peu près sûr qu'on va continuer à traîner ce problème au moins jusqu'à fin juin, en fait. C'est un vrai coup dur. Personne n'a intérêt à lâcher avant, en fait. C'est le chicken game. C'est un vrai coup dur quand même que Kevin McCarthy, qui est donc le speaker républicain de la Chambre des représentants, ait réussi à faire passer ce projet ou ce projet de loi. Après avoir subi une élection quand même humiliante, il a fallu 15 tours de vote pour être élu. Non mais si, quand même. Bien sûr. Là, il fait passer à 2-3 voix. Et de ce que je comprends, de ce qu'on m'explique, c'est que Biden, en fait, pensait qu'il n'arriverait pas à faire passer sa loi. Maintenant que cette loi, ce projet de loi est passé à la Chambre des représentants, c'est censé devenir une base de discussion. Et c'est ça le problème. Alors que Biden avait dit avant que ça ne serait pas une base de discussion. Voilà. À tort ou à raison, mais du coup on se retrouve aujourd'hui dans une situation où personne ne se parle, et généralement c'est pas très bon quand en politique personne ne se parle. Frédéric, vous en avez vu d'autres, comme tout le monde ici, sur la question du plafond de la dette, tous les 2 ans ça revient. Généralement on en rigole. Généralement ça fait sourire. Là le contexte est différent parce qu'effectivement quand on regarde un peu McCarthy, c'est quand même une remise en cause un peu du programme Biden, et on voit qu'on est sur un champ politique, et en réalité l'élection présidentielle commence, et on peut être jusqu'au boutiste dans cette phase-là. C'est ça qui est plus inquiétant. On n'était pas du tout à l'époque de la problématique précédente sur le shutdown dans ce sujet-là. Là, il est accentué parce qu'il y a une pression très très forte, électorale très très forte. Et je pense que la candidature de Biden n'est peut-être pas la meilleure idée qu'il ait eue, honnêtement, parce que ça accentue la maintenance. C'était peut-être la seule idée qu'il pouvait avoir. Oui, mais le problème c'est que c'est la personne à abattre. Donc là, je trouve que ça l'affaiblit quelque part, et donc ça remet effectivement le sujet au goût du jour. On n'ose même pas imaginer les conséquences parce que c'est inimaginable, quantifiable. On sait très bien que l'impact immédiat, c'est plusieurs millions d'Américains qui ont plus d'emploi du jour au lendemain. Voilà des conséquences concrètes en point de PIB. Alors je pense que vous avez fait le travail, mais c'est inimaginable aussi en impact. Et sur la croissance mondiale, c'est inimaginable. Donc on va faire... nous, en tant qu'investisseurs, on va dire effectivement, il y a ce sujet. On voit la volatilité sur les CDS qui ont connu les plus fortes hausses jamais connues sur les CDS américains par nature. Ça crée de la volatilité. Le dollar est sous pression, ça on le voit. Il se teste. Pour l'instant, il ne cède pas. Il est, à mon avis, encore un potentiel de baisse sur le dollar. Je pense qu'on devrait avoir 1,17, 1,18 à mon avis comme objectif, qui est à peu près la parité des pouvoirs d'achat. Donc on va à peu près là-dessus. Donc voilà, ça va être le sujet. Et la faiblesse du dollar sera aussi dans le jeu politique américain, puisque c'est American First ou Great Again. Si vous avez une monnaie qui se déprécie quasiment de 20% par rapport à l'euro, par rapport au point bas, ça sera l'héritage de Biden. Donc on rentre dans la politique dure, c'est ça le problème. Sans aller jusqu'au défaut, si on reprend 2011, ça a quand même coûté au marché. Enfin, je veux dire, en s'approchant à 2 jours du défaut, c'était moins 15 sur le S&P 500 quand même. Sur les actions, ça a il y a eu un vrai impact. Sur le change. Et par contre, c'est là où la courbe des taux est intéressante, c'est que ça renforce les pressions à la baisse sur les taux longs. Parce que ça reste l'actif de réserve mondiale. C'est-à-dire que si les États-Unis font défaut, tout le monde se ruera sur la dette américaine, c'est ça, Xavier ? Exactement. Et sur la dette longue, parce que c'est celle qui, s'il y a un défaut qui dure 1 mois, ça ne jouera quasiment pas sur les parties longues de la courbe. Et l'impact sur les banques américaines, puisque on regarde aussi les fonds propres américains, on se rappelle de l'histoire de Silicon et tout ça. Si à un moment donné, vous avez un défaut sur les trésoreries,
c'est un autre problème qui se pose aussi. Donc voilà, on va pas rentrer dans ce jeu-là, mais il y a des conséquences très très graves effectivement si jamais on arrivait au shutdown. Qu'est-ce que Xavier Patrolin, qu'est-ce que vous appelez un risque de cycle de baisse du dollar? C'est quoi une baisse du dollar? Parce que on le voit baisser un peu là, le dollar aujourd'hui, se détendre en tout cas. C'est quoi pour vous une baisse du dollar qui montrerait que quelque chose se passe? Pour moi, c'est qui serait un phénomène de défiance, si je comprends. Voilà, c'est ça, et qui s'inscrirait dans ce qu'on appelle, bon, je ne vais pas ouvrir cette boîte de Pandore, un peu facile à cette heure, mais c'est la dédollarisation de l'économie mondiale. Je pense que les principaux créanciers, en tout cas les créanciers des États-Unis sur ces 20 ou 30 dernières années, sont très interrogatifs. Prenez simplement la zone euro, prenez simplement l'Allemagne. L'Allemagne est dans une situation où l'économie allemande voit sa balance des paiements divisée par 2. Or, l'Allemagne était l'un des créanciers majeurs des États-Unis. Ça demeure. On voit bien que les corporates, les entreprises allemandes sont toujours intéressées par la présence aux États-Unis. Mais si vous diminuez la balance des paiements excédentaires d'un créancier comme l'Allemagne de moitié et que vous dites que c'est à peu près durable pour les 3, 4, 5 prochaines années, et que de l'autre côté, le déficit de la balance des paiements américains ne bouge pas, reste. Parce qu'au fond, derrière ce débat entre les républicains et les démocrates, moi je ne veux pas faire un choix partisan, c'est mon propos, mais il y a probablement une stratégie économique de Joe Biden qui est totalement délirante. Non seulement la stratégie budgétaire était excessive, mais la politique monétaire de Jérôme Powell était complètement inadaptée. Je l'ai dit, et je vais le répéter. Il est anormal que la politique monétaire de Jérôme Powell, de la Fédérale Réserve, ait resté inchangée au changement d'administration, puisqu'au fond, on avait une politique monétaire inchangée et une stimulation budgétaire qui était multipliée par 3. Donc c'était. Oui. Et donc, mais les déséquilibres d'aujourd'hui trouvent leur origine. Et ce qui est en train de se passer sur le marché de l'immobilier américain, pas uniquement le résidentiel, mais le commercial, c'est l'une de ces conséquences, puisqu'au fond, la stimulation a tellement été excessive qu'on a créé des bulles de valorisation d'actifs. Ils sont en train de se dégonfler, mais ils n'ont pas fini. Et donc, on ne sait pas dans quelle mesure. Et la dévalorisation de ces bulles d'actifs, pour l'instant, ça touche très peu le marché equity. Le marché equity, il sort pour l'instant indemne. Et on croise le doigt. Mais c'est l'un des moyens d'ajuster. Donc, moi, mon interrogation, c'est est-ce que c'est des équilibres transitoires de balance des paiements je comprends. vont se normaliser. Pour moi, le seul rééquilibrage ne peut passer que par une baisse du dollar, parce que c'est ça qui va obliger, qui va contraindre, parce qu'au fond, une baisse du dollar, c'est de l'inflation importée aux États-Unis. Donc là, c'est le drame complet. Donc ça oblige la Fédérale Réserve à basculer dans autre chose. Pour l'instant, Jérôme Powell essaye de naviguer entre plein de bouées, mais ça semble se complexifier. Et donc oui, s'il y a un call à avoir évident en termes d'actifs, en termes de choix d'actifs, c'est short dollar pour la décennie qui vient, parce que je ne vois pas comment on peut réajuster la balance des paiements sans passer par une séquence désordonnée, si j'ose dire, sur l'échange, et désordonnée, la conséquence, c'est qu'elle sera aussi désordonnée sur l'économie américaine et donc l'économie mondiale. Je ne dis pas que c'est pour tout de suite. Non, j'entends. C'est pour ça. On va revenir à un horizon de temps un peu plus court, je vous rassure. Assez paisible. Je voulais simplement dire que c'est de la prospective. Derrière l'introduction paisible, il y avait des soubresauts qui sont en train d'apparaître, et la position chinoise va être intéressante de ce point de vue-là. Je vous laisse commenter, mais je veux revenir à un horizon de temps un peu plus proche aussi avec les réunions de la semaine prochaine. Je vais être moins catastrophiste sur le dollar. Nous aussi, on voit le dollar se déprécier, mais plus pour une raison cyclique, en fait. C'est juste que le dollar est très très cher, et que même si on allait à 1,20 d'ici 2 ans, c'était reconnu, on sait ce que c'est, un 20 sur l'eurodoll. Oui. Et quand vous posiez la question de qu'est-ce que serait une catastrophe pour le dollar, alors évidemment, si le mouvement est trop rapide, c'est catastrophique. Mais sur un mouvement normal, on pourrait aller au-delà des 1,30 à moyen terme, à horizon 5 ans, sans que ça pose un vrai problème et que ça permette par contre de rééquilibrer un petit peu. Parce que quand le dollar se déprécie, ça veut dire que l'endettement américain auprès du reste du monde vaut moins. Donc c'est une des moyens de baisser la dette américaine vis-à-vis du reste du monde. À court terme, nous, on pense... Pourquoi je pense que le dollar va se déprécier, mais relativement graduellement? Il y a 2 raisons, en fait, principales. La première, c'est qu'il n'y a pas de concurrent. Donc le dollar reste la valeur de réserve. Ni l'euro, ni le CNY, enfin le renminbi peut jouer cette...
il n'y a pas d'alternative. Voilà, il n'y a pas d'alternative. Et quand il y a une crise, on voit que la demande de dollars reste très forte. Et la deuxième raison, c'est que la Fed, alors pour l'instant, elle a l'air de vouloir faire le travail. Et si elle fait le travail de contrôler l'inflation, ça permet de limiter la perte de pouvoir d'achat du dollar. Ouais. Et c'est pour ça que la semaine prochaine, nous, on pense que la Fed va remonter ses taux de 25 points de base. Et surtout garder un biais plutôt quiche, en fait. Un biais en disant... Elle ne dira pas que c'est la dernière. Je ne pense pas qu'elle dira que c'est la dernière. Peut-être que ça sera la dernière. Peut-être qu'elle peut dire qu'elle se met en pause. Enfin, elle prend un peu de temps pour voir l'impact de toutes les hausses de taux. Mais je pense qu'elle continuera à dire si on se trompe sur les trajectoires d'inflation, on est prêt à en faire plus. Bien sûr. Oui, il y a le cycle maintenant, et puis il y a l'histoire de long terme devant nous qu'il ne faut pas insulter, effectivement. Et à court terme, c'est ça qui peut être le choc du marché. Au marché, ça peut être une Fed qui dit non, mais ce n'est pas un pivot, la pause. On attend de voir... ils n'arrêtent pas de le dire, donc ce sera une surprise pour ceux qui ne l'ont pas entendu. Mais et pour le marché qui price une baisse de taux pour la seconde partie de l'année. Frédéric, bon, si vous... considération, je veux qu'on parle des boîtes quand même, des résultats, des GAFAM, du tiers groupé. Alors, on peut y aller directement. Allons-y. Pour vous dire, moi, le point pivot, pour moi, c'est 1,17. Tant qu'on n'est pas à 1,17... Je pense que le dollar est toujours dans une phase d'ascension, si vous voulez. Donc, je ne suis pas négatif dollar sur du moyen-long terme. Je n'ai pas cette analyse, honnêtement, pour aller au-delà. Mais il y aura une phase, effectivement, de dépréciation tout naturelle. C'est dans le cycle, c'est des cycles de 4 ans sur les monnaies. Donc, on les connaît, plus ou moins. Le point pivot, c'est 1,15 et 1,17. Et au-delà, on est dans un autre cycle. Voilà, donc pour l'instant, je pense qu'on va tabler plutôt sur ce point bas de dollar contre euro, par exemple. C'est une cible qu'on a raisonnable je pense pour que c'est quelques mois, quelques trimestres devant nous. C'est le point de gravitation du dollar. Quand on imagine le dollar, on l'imagine à 1,15 instantanément. C'est notre repère. Vous demandez à chaque fois et tout le monde va vous dire entre 1,15 et 1,17. Quoi qu'il arrive, on l'a connu à 0,80, on l'a connu à 1,50 et tout le monde va dire 1,15 parce que c'est notre point de repère. Et c'est pas pour rien, c'est la parité des pouvoirs d'achat qu'on connaît très très bien. Et ce point de stabilité se trouve à peu près dans cette zone. Il y a toujours beaucoup de déterminants derrière les mouvements de change et ces déterminants qui évoluent, croissance, différentiel de taux. Et puis quand j'étais jeune, on parlait de la variation du Deutsche Mark contre franc. Bien sûr. Et c'est la même chose sur le dollar. Bon, les GAFAM. Très bon, très très bon. Alors Amazon un peu moins bon parce qu'il y a des facteurs un peu structurels aussi sur Amazon. C'est le cloud par exemple entre Azure et Amazon, donc AWS. S'adresse pas forcément à la même clientèle. La structure de la clientèle Amazon est plutôt, on va dire, mid-market, alors que Azure s'adresse plutôt à des grandes sociétés. Donc, croissance Azure plus 27%, croissance Amazon Web Services plus 16%. Donc ça ralentit. Avec 5 points de croissance déjà en moins sur le mois d'avril, nous disait le exactement. Donc ça s'explique parce que le marché adressé n'est pas tout à fait le même. Et donc ça rend Amazon, non seulement sur la distribution, mais sur la partie cloud, un peu plus cyclique quelque part que Microsoft. Donc, j'avais donné ce terme que j'aime bien et je le réutilise, c'est de la utilities informatique. La génération notamment de free cash par les activités récurrentes de Microsoft sont de plus en plus importantes. Le cloud, ça va devenir majoritaire à terme. La partie personal computing, c'est mineur. Et la partie 365 Office, en plus, avec l'intelligence artificielle, ça prend de plus en plus de croissance avec des taux de marge qui sont de plus en plus élevés. Donc Microsoft, quand vous voyez les résultats, vous dites il faut en avoir. No-brainer, quoi. Il n'y a pas mieux aujourd'hui si vous voulez investir avec la forte visibilité. Voilà. Après, il y a eu effectivement des bonnes surprises sur Meta, qui vient de loin aussi. Donc, il a fallu un peu redonner confiance. Et on a en plus quelque chose qu'on aime raconter en ce moment, c'est l'intelligence artificielle. C'est un truc, il y a 2 ans, on parlait de métaverse. Maintenant, on va parler d'intelligence artificielle. Dans 2 ans, on parlera d'autres choses. Voilà. En tout cas, vous avez matière à ce que les gens se fassent peut-être des fantasmes là-dessus. Peut-être. Il y a de la croissance quand même à venir. Les investissements vont être majeurs. Il y a des répercussions immédiate sur bon nombre d'industries aujourd'hui, sur l'intelligence artificielle et l'application. Alors Bing, bien sûr, pour Microsoft, mais
Lorsqu'on regardait par exemple des acteurs comme Adobe, par exemple, quand on fait de la création graphique ou autre, des campagnes, vous tapez une phrase et ça vous fait toute une campagne de pub, c'est 30 secondes. Alors ça va supprimer quelques emplois dans la communication, mais la réalité, ça augmente quand même la productivité. Dans les CRM, donc la vente, par exemple Salesforce, là aussi, vous générez vos campagnes directement avec un mot-clé et ça va générer auprès de toute votre clientèle directement des campagnes publicitaires ou d'information. Donc on voit des débouchés qui sont colossaux. Google n'a pas dit son dernier mot non plus là-dessus, Alphabet. IBM non plus, il ne faut pas l'oublier avec les programmes Watson. Donc il y a de la matière de croissance, si vous voulez, sur ce secteur. Et je pense aujourd'hui, au regard des résultats qui sont quand même solides, que ça va continuer dans cette phase-là. En tout cas, on voit que les flux s'inversent et que les GAFA, par exemple, profitent aussi quelque part des flux majeurs. 8 valeurs qui font toute la hausse. Et voilà, c'est ce que je veux dire. C'est comme le revers de cette histoire qu'on adore de l'intelligence artificielle générative, c'est que finalement, voilà, il n'y a que 5 valeurs qui font la perte du marché américain. Vous êtes aujourd'hui, marché à zéro. D'un autre côté, si on fait l'exercice en France et qu'on enlève LVMH, Hermès, L'Oréal, je vous assure qu'on n'est pas... En tout cas, on est moitié moins haut que le niveau actuel. Donc, voilà, c'est aussi l'hyperconcentration, notamment dans cette phase d'incertitude économique, vers le qualitatif et de la croissance visible. Et donc, ça risque de continuer quelques temps encore. Il y a d'autres valeurs qui sont en belle hausse aussi sur le marché parisien. Je sais pas, Sanofi, ça tient bien, c'est un poids lourd. Total, en 2022, ça a été quand même un contributeur. Bah oui, mais dans le... d'accord. Ça fait 3 mois que c'est un peu moins bien. Total, on est dans la cyclicité, le cycle des matières premières. Donc forcément, on a un peu moins de visibilité sur du court terme, sur ce genre de titre. Et Sanofi a une nouvelle croissance avec notamment les franchises du Pixent qui viennent rajouter un peu du dynamisme au titre. Xavier Patrolin, qu'est-ce que vous retenez des résultats et notamment, alors si jamais les entreprises et les résultats microéconomiques peuvent apporter de la nourriture sur la question du cycle économique? Je trouve que là, ça fait plusieurs publications depuis juillet où les révisions sont toujours positives. Donc on a sous-estimé, je trouve, l'inertie du cycle économique. Alors évidemment, il y avait des vents contraires et ces vents contraires n'ont pas réussi à inverser cette... et puis on a vu le miracle, au fond, le miracle, si j'ose dire, de l'inflation. L'inflation, c'était pas uniquement l'inflation des coûts, c'était l'inflation des marges, la reconstitution des carnets de commandes, la reconstitution des stocks, des rentabilités pour certains secteurs qui n'avaient été jamais connus pendant la période pré-déflationniste. Et donc, on a un niveau de rentabilité qui reste bon. Donc, le marché n'est pas si cher que cela. À l'aune, par contre, il est cher pour d'autres. Surtout si on enlève les 5 top market cap qui sont aussi les plus valorisés. Exactement. Et donc, je trouve, on a des éléments qui sont à cette heure favorable. Et puis, n'oublions pas qu'au début de cette année, on a eu toute une série d'annonces de programmes de rachat d'actions en Europe. Alors, évidemment, ça n'a pas encore l'ampleur de l'économie américaine, mais quand même. Donc, ça voulait dire aussi déjà, à l'époque, qu'un certain nombre de conseils d'administration jugeaient que les conditions de financement et de projection économique, en dépit des facteurs d'incertitude, justifiait des programmes de rachat d'actions. Donc il y a plutôt, là, de ce point de vue-là, des éléments très favorables. Et je constate, là, sur cette semaine, que les révisions du consensus sur 2023, 2024, 2025 restent positives. Donc on est sur une dynamique, on pouvait craindre un des premiers warnings. Bon, il y a eu des bonnes nouvelles et des moins bonnes nouvelles, mais globalement, le solde est largement positif et donc très rassurant. Donc non, il n'y a pas de surévaluation, pas d'euphorie. Et là, pour l'instant, ça se déroule vraiment de manière, je trouve, pas puissante, c'est pas le terme, mais vraiment sereine. C'est-à-dire que malgré les vents contraires, malgré les facteurs d'incertitude... Il y a un rythme embarqué. Voilà, il y a quelque chose d'embarqué. Et on peut avoir d'autres bonnes nouvelles. Si vous avez vu quand même ce qui s'est passé au niveau de l'OPEP au début avril. Reprenons les déclarations. Après j'arrête. Reprenons les déclarations qu'on a eues sur le baril avec le retour de la Chine. Ça devait provoquer une envolée. Et que se passe-t-il? L'OPEP décide de réduire sa production. Pourquoi ils décident de réduire leur production? Tout simplement parce qu'ils anticipent une diminution de la demande mondiale. Alors on me dit, la demande mondiale, donc ça veut dire qu'il va y avoir une récession mondiale. Pas nécessairement. Oui, ça veut dire que la demande mondiale ralentit, donc l'économie n'est pas si bonne que cela, mais c'est aussi un élément favorable, puisque c'est un moyen d'ajuster pour la demande. C'est du pouvoir d'achat. Exactement, et c'est à nouveau un transfert. C'est un stabilisateur. Et oui, c'est un stabilisateur, et donc là, je trouve qu'il y a des éléments positifs de ce point de vue. Xavier Chapard, qu'est-ce qui vous a marqué? Moi, j'ai goûté pas mal de boîtes de conso américaines ou européennes, d'ailleurs, des Nestlé,
Nestlé, des Procter, des Unilever, du Coca, du Pepsi, du McDo. McDo, ils montent les prix de 10%, le trafic continue à croître dans leurs magasins, quoi. On a l'impression que le point de rupture pour ces boîtes qui sont quand même très proches du consommateur, le point de rupture de la demande, il n'est pas encore là tout de suite maintenant. Alors, j'ai pas tout à fait la même lecture. Je trouve, notamment aux États-Unis, sur les gros retailers, il y a quand même des indications que les ventes ralentissent et surtout que les consommateurs achètent de la moins bonne qualité. Ah ça, il y a une. Ce qu'il a dit pour McDo, c'est intéressant. Voilà. C'est le déplacement. Les gens ne vont plus au restaurant du coin de la rue, chez mais McDo. Chez McDo. Et généralement, chez McDo, ça tient. Mais généralement, c'est quand même des fins de cycle. Oui, bien sûr. Cette dynamique. C'est vrai qu'elle est plus avancée. En Europe, on la voit beaucoup moins. Enfin, les Procter, Unilever, etc., c'est quand même de la marque. C'est pas justement du bas de gamme, hein. Non. Mais même à l'intérieur de leur gamme, ils disent qu'il y a un glissement, il y a du down trading, quoi. Exactement. Pour en bon français. Donc, mais c'est vrai qu'il y a une différence aux États-Unis. Aux États-Unis, on a l'impression que c'est assez avancé ce ralentissement. Et d'ailleurs, on voit dans les chiffres macro un ralentissement de la consommation en mars et en février, en fait, après un début d'année très fort. Donc, les gros chiffres qu'on a eu dans le PIB du T1, c'était peut-être aussi vraiment dû au début d'année. Très concentré sur janvier, en fait. Voilà, exactement. Et les ventes de voitures aussi ont pas mal baissé depuis, tout ça. Donc, je serais moins optimiste. En Europe, c'est vrai qu'on est très surpris par la tenue des marges, notamment. Alors, nous, on pense toujours qu'il va falloir avoir des révisions à la baisse parce que si vous avez une croissance qui reste faible et une inflation qui ralentit alors que les salaires sont en train d'accélérer, il y a bien un moment où les entreprises, elles vont être un peu avec des marges pincées. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. En même temps, on n'a pas vu encore l'inflation ralentir, l'inflation headline. Donc c'est là où, si on pense que la BCE va faire son boulot, on risque d'avoir un décalage et des marges qui seront moins bonnes à partir de la deuxième partie de l'année. Mais c'est vrai que, vous m'auriez demandé il y a 6 mois, je disais la même chose. Après, si la demande est resolvabilisée par les salaires réels qui deviennent positifs, ça peut entretenir encore pas mal de choses. Hein. Tout à fait. Je pense que c'est ça qui fait tenir. En fait, c'est la baisse des prix de l'énergie qu'on n'avait pas forcément intégrée aussi rapidement et du coup qui fait que les salaires réels deviennent positifs. Ça fait tenir la demande, mais ça fait une hausse des coûts des entreprises. Ouais. Rapide tour de table, comment on gère ça en matière de stratégie d'investissement avec des scénarios qui sont encore multiples à ce stade. Xavier? Alors nous on revient sur les obligations en fait après le rebond post-stress bancaire, notamment sur les parties intermédiaires en Europe, parties plus longues aux US. Sur les actions, on reste globalement légèrement sous-pondéré. Parce qu'on a déjà fait quand même une grosse avancée. Nous, en fait, la façon de voir, c'est de se dire que l'année 2023, elle devrait être plutôt en fait avec des actifs stables. Volatile, mais autour sans vraie tendance. Et donc là, on est un peu prudent après le gros rallye qu'on a eu sur les actions qui s'est très concentré. Frédéric? Alors, GAFA US, pas de problème là-dessus, visibilité, plus défensif en Europe. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, on a parlé du secteur de la santé, éventuellement le luxe, il n'y a pas de retournement, donc il faut être là-dessus. L'alimentation, on l'a vu, des chiffres de Nestlé étaient encourageants. Très suisse, quoi. Non, mais tout ce que vous me dites, là, c'est très suisse. Luxe. Ce que je veux dire, c'est une stratégie très suisse. Voilà, je suis d'accord sur la partie 2, 3 ans, 4 ans sur l'Europe, par exemple, sur les taux. Et sur la partie US, si on se met effectivement, par exemple, sur des maturités de 10 ans, il faut hedger. Pas prendre le risque de change. Donc il faut plutôt effectivement jouer cette partie longue. Et on n'a pas parlé de l'émergent, voilà, et qui a quand même pas fait grand chose honnêtement, alors qu'on sautait au plafond avec la réouverture de la Chine. Donc voilà, peut-être mettre un petit orteil dedans. Xavier, sur le marché action aujourd'hui là. Il faut continuer à tenir la position. Je pense que c'est pas fini. Je pense qu'il y a une inertie et qu'elle va encore jouer favorablement. Les révisions restent positives. Donc, si on résume le marché français, il est globalement sur les mêmes niveaux que fin 2021, avec des ratios de valorisation qui sont inférieurs de globalement 20%.
Donc, c'est pas un marché cher et qui a, entre-temps, des marges bénéficiaires qui sont quasiment au plus haut historique. Alors, évidemment, le plus haut historique interroge sur la soutenabilité. Mais je pense que le contexte inflationniste n'ayant pas été tranché, on ne peut pas trancher sur le retournement des marges. Et donc, pour moi, on a des niveaux de valorisation qui sont devenus beaucoup moins attractifs qu'ils ne l'étaient en septembre dernier, mais qui continuent à l'être, notamment par rapport au risque obligataire. Et ce qui sera vraiment l'élément déterminant pour devenir short des marchés actions, c'est lorsque les taux réels deviendront positifs. Ça peut arriver en Europe, ouais. Mais même dans le monde, en tout cas dans les économies du G7. Et là, ça deviendra un courant adverse pour les marchés actions. Mais short dollar, en tout cas. Oui, ça. Pour 10 ans. Pour 10 ans. Oui, je pense que là, structurel. On peut être assez serein. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché. Xavier Patrolin, Albatros Capital, Frédéric Rosier, Mirabeau, Xavier Chapard, la Banque Postale Asset Management.